Ici, nos vies se dévoilent et nos voix s'élèvent. Chaque mot est un écho, une étincelle. On y partage nos réalités, nos rêves, en toute intimité. Bienvenue chez Tel Quel. Médecin généraliste, entrepreneur et leader charismatique de Vacabond, Jessie Ambroisine réinvente les codes avec passion. Elle nous ouvre les portes de son univers entre innovation et engagement. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Tel Quel. J'espère que vous êtes confortablement installés à la maison. Et c'est parti pour une émission haute en couleurs. Elle est médecin généraliste, leader charismatique d'un groupe à pied de carnaval quand elle dépose sa blouse et entrepreneur dans ses temps libres. Êtes-vous prêts et prêtes pour une interview haute en couleurs et hautement inspirante? Ce soir, je reçois Jessie Ambroisine. Bienvenue, Jessie. Bonsoir, merci. Comment vas-tu? Est-ce que tu es bien installée? Très bien, confortablement installée. Tu connais le mood, comme à la maison? Comme à la maison. On m'a dit dans l'oreillette que tu kiffais être pieds nus. Je suis tout le temps pieds nus. Donc tu n'es pas déstabilisée? Non, pas du tout. C'est très bien, ça m'arrange même d'être pieds nus, c'est bien. Et donc ça veut dire que même à l'extérieur, parfois tu es pieds nus? Je suis pieds nus chez les gens que je connais. Chez les gens déjà? Je peux descendre pieds nus de ma voiture, j'ai des chaussures que je laisse partout. En général, je perds souvent mes chaussures parce que je les oublie. Voilà. Ah, pas mal. Donc on te dit, Jessie, ouais, tu as oublié tes chaussures à la maison? C'est ça. Donc on va le voir, on va parler de tes passions, de ton parcours très riche et très inspirant, et je pense que tu n'as pas fini de nous surprendre. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on se dit que tout est possible en fait. Tout est possible, toutes les casquettes sont possibles, et on peut encore même faire encore plus quand on pense qu'on est arrivé au bout, mais on va y venir. Jessie, est-ce que tu as eu du mal à trouver ton objet mystère? J'ai eu du mal, beaucoup. Je suis assez indécise parce que j'ai toujours plein d'idées, mais j'en ai choisi un. Quand même. Très bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous le montrer et nous dire pourquoi tu as choisi cet objet? Alors, je vous ai amené... Je suis sûre qu'il l'aime, sinon. Non, enfin, je ne m'en souviens pas, en tout cas. C'est pas le mien. C'est une peluche, c'était le doudou de mon petit frère, qu'il a gardé pendant très longtemps et qu'il m'a confié quand je suis partie faire mes études. C'était son objet préféré, enfin ce qui avait le plus de valeur pour lui. Et j'ai trouvé ça très mignon qu'il me l'offre à mon départ pour mes études, parce que je suis sa marraine. On a une histoire familiale un peu particulière où j'ai eu à m'occuper de lui. Et c'est mon petit doudou, mais qui me fait penser à mon frère, dont je suis la marraine. Je suis marraine 5 fois, mais c'est lui le premier dont j'ai été marraine. Tu es marraine 5 fois, tu le dis très vite, hein. C'est quand même 5 peu fois, commun. Non, ça veut dire que tu es la marraine préférée des Martiniquais. Peut-être, en tout cas la marraine préférée de mes filleuls, que j'aime beaucoup. Et ça représente tout ça. Ça représente mon ancrage familial, ma relation à ma fratrie, parce que je parle de mon frère, mais il y a ma petite sœur aussi. Et ça me faisait penser à eux, en tout cas, quand j'étais là-bas. Et je les gardais jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose que, voilà, c'est que vraiment je garde avec beaucoup. C'était un beau cadeau de sa part. Tu sens qu'il a valdingué, hein? Ah oui, mon frère était sewer, donc ça... Tu as laissé peut-être une petite marque de rouge à lèvres dessus. Ouais, non, il a voyagé. C'est le vrai objet qui te suit. C'était son doudou de bébé et j'ai été sa marraine, j'avais 11 ans. C'est un précieux cadeau quand même. J'ai trouvé ça. C'est à quoi il tenait pour que tu partes avec, pour que tu partes avec un bout de lui. C'est ça. Il était petit, il avait 8 ans et il m'a offert ça. J'ai trouvé ça bien. Donc ça représente un petit peu tout ça. Mon départ, mon enfance, le fait d'être marraine, la famille, tout ça. Donc j'ai trouvé que ça correspondait bien à des valeurs, en tout cas, qui me sont chères. Rappelle-nous son prénom à ton petit frère. Eddie. Eddie. Ah ben on lui fait un coucou à Eddie. Voilà. Alors, donc, comme il n'a pas de petit nom, on va poser du coup cette petite peluche, voilà, juste là. Juste là. Très bien. Tient. Super. Et on va donc enchaîner. Mais, alors, attends, Caroline, parce que j'avais hésité avec un autre objet, je me permets de chambouler tout ton système. Tu n'as pas triché, tu n'as pas amené un deuxième objet. Si. J'ai amené un deuxième objet. Mesdames et messieurs, Jessie Ambroisine dans toute sa splendeur, voyez-vous. C'est un petit clin d'œil, voilà, que je voulais faire à l'émission. C'est hyper cute. C'est une de mes premières paires de chaussures. Enfin, côté, j'ai perdu l'autre, mais peut-être que j'ai laissé ça chez quelqu'un, j'en sais rien. Mais voilà. Très certainement. Peut-être. Mais j'ai trouvé ça mignon. Je garde un peu, je suis un peu nostalgique, donc je garde des objets comme ça. Donc mais du coup, tu sais ma première paire de chaussures. Elle est magnifique. C'est quelle pointure? C'est du 18.
C'est tout mignon. Ouais. Peut-être qu'il y a un truc sur les 18, hein, comme tu as gardé celle-là, Ouais, essaie de creuser. Il y a peut-être Ouais. un truc autour du Voilà. chiffre 18 ou 8 plus 1, 9, tu vois. Essaie de... Je vais réfléchir. Ouais, il y a Ok. peut-être un truc, je Ok. pense. Bah écoute, je rebondis parce que moi, j'aimerais qu'on commence par l'enfance. Donc ça tombe bien. Ton ancrage, tes proches le savent, tu me l'as dit, ton ancrage est 100% familial. C'est ton socle, c'est ta force, c'est ta puissance, c'est ce qui te ressource. La famille, ça a toujours été très important. Comment tu décrirais ton enfance? C'était quelle ambiance à la maison? Alors, l'ambiance à la maison était vraiment très, très festive, en tout cas les week-ends, des souvenirs que j'en avais jusqu'à l'âge de 12 ans, enfin, voilà, la petite enfance, on va dire. Mes parents étaient assez fêtards, ils organisaient beaucoup de soirées, de coq en musique, de choses comme ça. Le Donc, fruit j'ai n'est eu, pas tombé très loin très de loin, l'arbre. c'est ça. Mais ils avaient aussi des amis qui faisaient beaucoup la fête. Et on a été baignés dans une atmosphère un peu familiale, avec les amis qui deviennent la famille un peu élargie, très festive et très conviviale entre nous, cocon, mais cocon à 50, 70, Waouh. 100. Hein, donc ma famille, elle est grande. Et en étant élevée, en tout cas dans ça, je le reproduis certainement encore maintenant dans ma façon de recevoir les gens. Et c'est important pour moi de se retrouver avec les gens qui comptent, avec les gens avec qui on se sent bien. Et c'est ça mes souvenirs d'enfance. On sent un petit peu cette enfance épanouie, cette enfance heureuse, on va dire, et puis dans une atmosphère très festive, conviviale. Je note beaucoup de similitudes avec la Jessie d'aujourd'hui. Oui. Exactement, Beaucoup. mais tout n'a pas été toujours très rose. Lorsque tu as eu 12 ans, ta maman a fait un AVC. Et là, je pense que c'est un monde qui bascule, c'est la famille aussi, avec les accidents de la vie, comme on dit. Et là, toi, tu as endossé une responsabilité, notamment envers ton petit frère. On a dit que tu as été sa marraine, du coup, ta petite sœur. Mais tu as réussi, Jessie, à garder cet émerveillement, cette insouciance. Comment tu as fait pour composer avec ces responsabilités et en même temps l'insouciance d'une enfant de 12 ans? Je pense qu'en étant déjà insouciante, ou en tout cas émerveillée de la vie, je le suis encore jusqu'à maintenant, et de vivre ce genre de choses-là, ça te fait te rendre compte que ces moments-là, que les moments heureux, les moments festifs, les gens qu'on aime, sont importants et qu'il faut en profiter. Donc c'est un peu comme ça que j'ai vécu les choses. Quand ma mère est tombée malade, j'avais 12 ans. Il y a eu à se réorganiser d'un point de vue familial. Donc la famille s'est réorganisée, mon père a eu à se réorganiser, les amis de la famille se sont mis un petit peu autour de nous. Et puis moi, je suis l'aîné de ma fratrie, nous sommes 3. Il y a eu des responsabilités dont je n'ai pas pris conscience à l'époque, c'est maintenant. Tu sais, quand tu commences à réfléchir à Avec comment le tu recul. es, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu t'occupes des gens, déjà. Mais ça vient de là. J'ai eu à m'occuper de beaucoup de choses. Je n'ai aucun regret sur ça. Ma mère n'en a pas eu non plus. Mes parents n'en ont pas eu. C'était notre vie. Mais c'était compliqué. J'ai eu une adolescence pas tout à fait comme celle de mes copines, où j'étais à la maison plus souvent, je sortais pas, je n'allais pas en soirée, je n'allais pas au cinéma, je n'allais pas en ville, en sortant du lycée. Je ne faisais pas ces choses-là. En dehors de l'école. Au départ, ta maman était alitée, mais après, elle était en fauteuil. Elle était en Donc, fauteuil, elle avait quand même après besoin elle a besoin d'assistance. Après, elle a recommencé à marcher, mais elle a gardé un handicap jusqu'au bout. Donc c'était quelque chose qu'il fallait, enfin une ambiance, on va dire, pas forcément lourde au quotidien. Je pense que ma mère a essayé de nous alléger, en tout cas, de ce poids-là. Tu me disais qu'elle a toujours gardé cette grande positivité aussi. C'est ça, ma mère n'a jamais cherché à alourdir les choses. Au contraire, elle a été une maman présente, elle allait aux réunions parents-prof. Enfin, elle a continué à tenir son rôle, en tout cas de ce qu'elle pouvait. Et ça nous a donné l'exemple aussi, un exemple de résilience, un exemple de courage. Moi, j'ai vu ma mère se plaindre une fois, il y a 4 ans peut-être, il n'y a pas très longtemps. Et elle a toujours considéré que sa maladie était arrivée pour une raison, elle était croyante. Donc elle a toujours attaché ça à une volonté divine, je dirais, de son état, et qu'il fallait qu'on l'accepte. C'est comme ça qu'elle a voulu, en tout cas, nous transmettre les choses. Donc nous, on a suivi un petit peu son mood, ou en tout cas, on ne s'est pas laissé impacté, je dirais, en tout cas à ce moment-là, sur ça. Peut-être que plus tard, il y a des questions qui viennent à l'âge adulte, mais en tout cas, pendant l'adolescence, jusqu'à ce que je parte faire mes études, j'étais dans mon rôle, je m'occupais de ce
dont il fallait s'occuper, sans poser de questions, sans me plaindre et surtout jusqu'à maintenant sans aucun regret parce que je l'ai fait, je disais tout à l'heure, avec beaucoup d'amour, de bienveillance pour mon frère, ma sœur. Moi, je suis fan d'eux. Jusqu'à maintenant, je considère que ce sont mes bébés. Tes petits bébés. Mais oui, ce sont mes petits bébés. Ils ont quel âge, tes petits bébés, dis-moi? Ils ont 30... Ça n'a rien à voir avec des bébés, ça. 5 et ils ont 29. Mais quand je les vois, tu vois, je les revois enfants. Et je me dis, oh, putain, le petit... Bon, je garde tout pour moi parce qu'ils se moquent de moi. Mais ouais, ce sont mes bébés. J'ai l'impression de les avoir accompagnés, d'avoir eu un rôle, en tout cas, très maternel avec ma fratrie, mon frère, ma soeur, ouais, beaucoup. Et puis avec les autres aussi, avec les copines, avec les amis, avec les filleuls. Bon, voilà. On comprend pourquoi tu es marraine 5 fois, donc. Mais on va revenir à des choses plus pragmatiques, comme la médecine. Alors, côté études, il faut signaler que madame, vous avez été déléguée de classe quasiment pendant toute votre scolarité. Donc, je vous laisse analyser le profil de la personne à la maison. Et puis, par la suite, donc, effectivement, tu vas hésiter quand même entre médecine et psychiatrie. Pourquoi avoir choisi la médecine donc, générale? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu t'y épanouis pleinement encore? Alors, j'ai hésité effectivement entre la psychiatrie et la médecine générale parce que j'ai été fascinée par la spécialité de la psychiatrie et j'avais aussi peur de perdre tout ce que j'avais appris les 6 premières années d'études. Et donc, j'ai pris le parti de refaire une année de stage pour repasser un concours, pour avoir le choix. Bon, au final, j'ai choisi médecine générale parce que j'ai eu la chance de rencontrer un chef cardiologue, qui était passionné de médecine de manière générale. Et je me suis dit, c'est possible de tout faire et de tout aimer. Donc, j'ai choisi vraiment la médecine générale parce que c'est une très belle spécialité où on touche à tout et on touche à beaucoup de psychiatrie. Au quotidien, je pense que si on creuse un quart de nos consultations, il y a un aspect psychologique, en tout cas, peut-être pas psychiatrique, qui me plaît, en tout cas, de m'occuper des gens dans leur ensemble, dans l'ensemble de leur santé, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc oui, je n'ai aucun regret sur ce choix. J'adore, c'est une vocation. Bon, si on veut tous venir te voir, on va où, etc. Ah non, non, ne venez pas. Quand les gens sont en bonne santé, on n'aura pas besoin de venir te voir. Prenez soin de vous. Voilà. Et n'ayez pas besoin de moi. Je préfère qu'on se voit ailleurs qu'à mon travail. Ah ben, en parlant de se voir ailleurs, on va peut-être se voir très prochainement dans les rues de Fort-de-France. Ah oui. Because Carnival is coming. C'est ça. Alors, Vacabond, quelle aventure qui démarre à Bordeaux lorsque tu fais tes études de médecine. Donc, c'est une aventure qui débute entre étudiants, entre potes. Il y a du coup, à l'époque, Izzy Kenenga, qui est leader du groupe Vacabond. J'aimerais que tu m'expliques comment ce groupe qui cartonnait du coup à Bordeaux, que vous avez monté avec vos petits moyens d'étudiants. On n'a pas le temps de raconter tout ce que tu as fait à la mano avec tous tes petits copains de l'époque. Moi, j'aimerais savoir comment l'âme de ce groupe a traversé l'Atlantique et brille aujourd'hui, tant d'années après, donc jusqu'à aujourd'hui dans les rues de notre belle capitale et même dans toutes les rues de l'île. Alors, c'est vrai qu'on a démarré à Bordeaux, mais on s'était lancé un défi, tu vois, le premier qui rentre en Martinique remonte le groupe à Bordeaux, parce qu'on a adoré ces années-là. Jusqu'à maintenant, on est nostalgique, on se croise, on se parle de ça. C'est vraiment une famille, on appelle la Vaca Family, c'est comme ça qu'on s'appelle. Enfin, vraiment, c'est terrible. Et donc, il y a quelques-uns qui étaient rentrés avant moi, mais qui étaient peut-être pas assez nombreux. Et quand je suis rentrée, je dis, mais les gars, on avait dit un truc. On a dit qu'on faisait Vacabond, donc on y va. Et on était 3 anciens de Bordeaux qui étions déjà en Martinique. On a rappelé des copains qui étaient au pays en disant, voilà, vous savez ce qu'on a fait là-bas. On a les sons, on a les breaks, on a le process. On va répéter, on va trouver un endroit où répéter, on achète des instruments et on y va. Et donc, on a démarré en Martinique en 2010. 2010. 2010 en Martinique. Waouh. Ouais. Premier carnaval, c'était 2011. Premier carnaval en Martinique. En Martinique, en 2011. Ouais. On a commencé quelques mois avant et on a commencé ici. C'est une aventure on n'aurait pas cru. Enfin, je l'ai dit comme ça, je n'aurais pas pensé là, en 2025, en être là, avoir fait évoluer le groupe comme il a évolué, avoir voyagé, avoir rencontré autant de monde, avoir
structurer un petit peu plus les choses parce qu'il fallait le faire en associatif avec toute la logistique que ça demande et puis toujours la volonté d'être à l'aise, de faire un carnaval mais de prendre notre pied quand même. Donc tu vois, on n'oublie pas quand même l'essentiel. On n'oublie pas l'essentiel, se recevoir, machin, tout prévoir. C'est une belle aventure que je ne quitte pas. Donc 2011, premier carnaval dans les rues de Fort-de-France et nous on voit apparaître une espèce de nana qui mène le groupe de main de maître. Mais on se dit, mais d'où sort-elle? Et je pense, j'ai bien dit leader charismatique, parce que quand on parle de toi, tu as été très médiatisée. D'ailleurs, comme on dit, on se l'arrache, en fait, la Jessie. On n'avait pas l'habitude de voir ça. Donc une femme avec cette poigne qui mène un groupe où il y a parfois une centaine de membres, plus d'une centaine de membres de musiciens. Et ça interpellait. Et c'était très beau à voir. Est-ce que toi, tu as été peut-être un peu surprise de ce focus, de cette lumière qui a été mise sur toi et de tous les retours que tu as eus lorsque tu rentres en Martinique et que tu t'es lancée? Je n'ai pas pris conscience tout de suite de ce que ça pouvait signifier parce que c'était ma norme. Enfin, alors, à l'époque, je ne leadais pas. À Bordeaux, c'était Easy qui leadait. Après, on a eu d'autres leaders successifs. Et quand on est rentré au pays, il n'y a personne qui voulait leader, donc j'ai pris le lead. J'avais une grosse caisse, c'était mon instrument à l'époque. Okay. Donc j'ai leadé la première année avec une grosse caisse. C'est pas très pratique, en plus j'avais une 24 pouces. J'ai arrêté ça. J'ai vite abandonné l'instrument, mais je ne me suis pas rendu compte de l'image, de l'impact, de ce que ça pouvait vouloir dire pour des gens, pour les autres femmes, pour les hommes aussi. Et c'est en discutant avec les gens que je me suis rendu compte qu'ils avaient une image de moi que je n'avais absolument pas. Moi, je viens faire mon carnaval. C'est tout de suite quand tu es dans ton rôle. Bon, c'est normal, c'est normal. Il a fallu répondre souvent à des questions sur ça, des questions sur le féminisme, comment je me positionne, etc. Alors que moi, je voyais les choses simples. Finalement, je trouve que ça a quand même du sens et je l'ai revendiqué beaucoup, je le revendique encore, de se dire qu'une femme ou un homme, ils peuvent faire de la musique de la même façon. La musique, on la sent ou on la sent pas. Ce n'est pas une question de genre. Après, il y a aussi une question de caractère. Effectivement, tu l'as dit, il faut l'idée. Donc, ça aussi, c'est une question des femmes de tout âge. De tempérament. Et puis, au-delà du lead, parce que dans la rue, c'est pas le moment le plus difficile. C'est surtout le lead du management. C'est plutôt le management qui est plus difficile. Vacabond m'a apporté la diplomatie que je n'avais pas au départ. M'a appris à gérer les gens, m'a appris à différer mes réponses, m'a appris à... J'ai revu... tourner sa langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Je sais pas, je parle quand même beaucoup. Mais j'ai appris, j'ai grandi, j'avais pas le même âge. J'ai commencé, j'avais 20 ans. Enfin, ça fait 20 ans, donc c'est ma 20e saison. C'est ta 20e rentrée, c'est ma 20e saison, là. Donc j'ai changé, Vacabond m'a changé, j'ai grandi avec Vacabond. Tu as 20 ans de Vacabond, je Donc je pense que j'ai autant apporté à Vacabond que Vacabond m'a apporté. Et ça me sert dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans ma famille. Et cette expérience-là, oui, être rentrée au pays avec ce projet, c'est mon grand projet. C'est ça. C'était pendant ton internat, enfin au départ. Hein, c'est quand je suis arrivée. C'était ma 2e année d'internat. Ouais. Exactement. Et donc on voit... tout le chemin. On imagine que concilier cette aventure où tu es très impliquée à tous les niveaux, dans la partie un peu back-office dont tu parlais, avec une carrière aussi exigeante que demande celle d'un médecin généraliste, on se dit que c'est vraiment assez extraordinaire, voire même exceptionnel, parce que tu es un peu sur tous les plans, la déco, les costumes, l'organisation, la logistique, les sponsors, les rendez-vous, les réunions. Les ouais, c'est ça. J'essaie de déléguer, mais tout le monde n'est pas prêt à faire tout ça. Donc, tu délègues ce que les gens acceptent de faire et le reste, tu le gardes. Tu gardes ce qui reste. C'est souvent les tâches les moins agréables, les plus chronophages, mais j'ai aussi l'expérience, donc je vais peut-être plus vite aussi. Et puis, je sais que tu es très intéressée par le sujet de l'organisation, Caroline. Absolument. Donc, voilà. Donc, moi, je suis aussi très organisée. J'aime les listes, comme toi-même. Je fais beaucoup de listes. Je coche des listes. On planifie, etc. On planifie. Et pour moi, j'ai tendance à répondre aux gens que le temps qu'on n'a pas s'écrit. Une fois que tu écris,
tu as du temps. Oui, Il absolument. y a du temps pour faire ça. Enfin, je veux dire que je suis humaine, j'ai pas plus de temps qu'un autre. Et j'écris et je diffère. J'aime bien ne rien faire aussi. Hein. Les gens pensent que je ne fais pas ça. Je fais des siestes, je fais des grasses mat. Voilà, j'ai du temps. Et je vois mes amis, je vois ma famille. Et même le temps pour nous, ben, ça Il y a du se temps, prévoit ça aussi. se prévoit. Et j'arrive à organiser les choses parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses. Et je suis obligée d'être organisée pour pouvoir tout faire. Je n'ai pas le choix. Ben, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. On va y venir parce que tu en fais des choses. Juste comme ça, comment tu sens ce grand cru 2025 ? Alors, comment tu vu les parades pré-carnaval qui ont commencé, on a l'impression que c'était dimanche gras à chaque fois. J'ai peur. Moi, je te dis, j'ai peur. Je dis ça à chaque fois. Je regarde les gens, je me dis, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont comme... Ils sont chauds déjà, en fait. Ils sont chauds. Ils sont chauds comme un mardi gras. Je dis dimanche gras, mais non, comme un mardi gras. Il faut les contenir, il y a des fumigènes, il y a déjà tout. C'est incroyable. Donc peut-être qu'il y aura une surprise cette année, je ne sais pas, mais ça va être chaud. Ça va être très chaud bien. Et on a hâte. Alors, comme si ton agenda n'était pas assez chargé, Madame débarque dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? C'est ça. Avec donc un nouveau projet que tu vas nous présenter, donc une application qui concilie météo, écologie et bien d'autres choses. Fait beau ou fait pas beau? Quand on se pose la question, tu essaies de nous apporter une réponse. Alors, explique-nous en quelques mots, pourquoi ce projet? Pourquoi tu l'as lancé? Quel sens il a pour toi? Alors, je suis passionnée d'activités nautiques. Je fais beaucoup de paddle. Je vais souvent à la mer, en tout cas après carnaval. Et j'avais besoin de savoir où il faisait beau en Martinique, parce que je me retrouvais à amener ma planche, mon matériel, etc. Et puis avoir de la pluie, puis de voir en rentrant chez moi des photos à l'autre bout de la Martinique où tout le monde a passé une belle journée, il a fait beau, etc. Et donc, passionnée d'Internet, je me dis ça doit exister. Je vais sur Google, voilà, je cherche, je ne trouve pas ma solution qui pourrait répondre à cette question. Et je me dis, si ça n'existe pas, je vais le faire. Voilà. C'est comme ça que c'est parti. Donc en fait, c'est une application de météo collaborative qui permet de géolocaliser et d'horodater des conditions météo sur les endroits, sur les spots qui nous intéressent. Donc ce ne sera pas que de la météo, il y aura de l'écologie, il y aura des sargasses, plein d'autres informations, des relations entre... Ça met en relation les professionnels et les particuliers. Okay. Et voilà, donc c'est une espèce de réseau social, de conditions naturelles. Voilà, donc c'est Febeau, febeau.fr. Et ça sort là. Là. Inscrivez-vous. On n'a pas beaucoup de temps libre. Il faut que notre temps libre soit merveilleux. Donc, c'est ça. Mais à qui ça n'est pas arrivé? Moi, quand tu prends cet exemple, ça me parle tellement. Bon, on ne peut pas aller à la plage, on ne peut rien faire. Et puis, vers 17h, je vois que les gens ont eu gros soleil, etc. Donc, une petite frustration quand même. Ça. Donc, maintenant, tu auras le réflexe. Tu télécharges l'appli. Voilà, et j'aurai le réflexe aussi de dire, là, je suis là, il fait super beau, venez, en fait. C'est ça, il faudra le dire, il ne faut pas garder l'info pour toi. T'inquiète pas, je ne vais pas garder l'info pour moi, je ne vais pas faire l'égoïste. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ton parcours, dans ta façon d'appréhender la vie, etc. Mais il y a un petit concept que j'aime chez toi, c'est ta liste de rêves. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept qu'on va tout te piquer de toutes les façons, toutes et tous? Alors, j'ai un concept un peu similaire, mais j'aime beaucoup le nom, d'ailleurs, notamment. J'aimerais que tu me dises, dans cette liste, dans les choses que tu as déjà accomplies, qu'est-ce qui te rend le plus fier, de 1? Et de 2, quel est le rêve à venir qui fait ton cœur battre la chamade? Alors, ma liste de rêves, c'est surtout que j'aime beaucoup les carnets. J'aime écrire. Je trouve que c'est bien d'ancrer les choses par l'écriture manuelle, à la base. Et puis, finalement, j'utilise une petite appli de liste, encore, sur laquelle j'ai écrit mes rêves. Et quand je n'ai rien à faire, en tout cas, quand j'ai des moments où je sens que je peux m'investir sur un projet, je regarde cette liste avant de faire n'importe quoi et je me dis, ah ouais, tu as pas ce rêve-là. Ça, c'est le moment de ce rêve. Donc, ça me permet de me replacer dans des choses que j'ai eu envie de faire, que je n'ai pas pu faire parce qu'il faut savoir placer ou en tout cas différer certaines envies. Par exemple, Febeau, j'ai mis 4 ans à le démarrer. Ça fait 4 ans que c'est sur la liste de rêves. Ah ouais, c'était en 2021 ou 2020 même que j'avais commencé à écrire des choses dessus. Tu l'as ancré. Je l'ai ancré et voilà, ça se réalise maintenant. Donc, aucune frustration à ce que ma liste de rêves reste longtemps comme ça, mais il y a beaucoup de choses dessus. Hein. Il y avait reprendre le paddle, il y avait reprendre... Voilà, donc il y a des grands rêves, des micro-rêves. Oui, de petits rêves. Et Jessie, celui qui te fait le plus rêver aujourd'hui? Dans ma liste de rêves, en tout cas, celui qui me ferait le plus rêver, c'est ce que je fais actuellement, c'est Febeau. J'aimerais que ça
fonctionne comme je le voudrais et que ça serve vraiment. Mais le projet peut-être plus personnel, c'est peut-être musical, reprendre un peu plus la musique, chanter. Voilà. Chanter. Peut-être que ce serait ça. Tu chantes déjà un peu? Ouais, je chante. Tu m'as déjà vu. En catimini? Pas en catimini, je prends le micro. Pas en catimini avec tous tes amis? Avec des amis, ouais, je prends le micro. Ouais, ça serait peut-être ça. Instrument, ça on sait. Ouais, on voit que t'as compte de l'envie. Je n'ai pas noté sur ma liste de rêves. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait. Je vais l'écrire. Ouais. Tu vois, ça c'est la magie de Tel Quel. Ouais, je vais l'écrire. Tu vas chanter, tu vas sortir des albums. Ah non, non. Tu vas venir au festival, on va s'éclater. Super, c'est bon, c'est ancré. Ouais, Jessie chanteuse. Jessie chanteuse, pourquoi pas? Formidable. Voilà, on a un toi, scoop si là. Mes copains, quand ils vont voir l'émission, ils vont être mordés. Ils n'en peuvent plus de moi quand je chante. Jessie chanteuse, j'adore. On va conclure sur ça. Ouais. On conclut sur ça. Superbe. Merci beaucoup. Merci Jessie pour ce moment vraiment incroyable. Écoute. Je ne sais pas comment j'allais m'en sortir, je te l'avoue. Il y avait tellement de sujets, tu m'as inspiré tellement de questions, j'en ai posé un tiers. On n'a pas tous. Clairement, non, Martinique, la première n'a pas encore doublé mon temps d'émission. On va leur dire, on va leur demander. On va leur demander. Bah oui. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là. Vraiment, merci pour cette énergie envoûtante. Moi, je repars de là gonflée à bloc. J'ai envie de développer toutes sortes de choses aussi. Donc merci pour l'inspiration. Pour toutes les femmes, tu sais, sans même aller jusque-là, rien que quand on te voyait dans les rues de Fort-de-France, tu transmettais déjà quelque chose. Donc merci pour tous les autres projets à venir. On te souhaite du succès, on te souhaite des albums. Veux-tu en voilà, tes copains vont se moquer. Et je te dis très belle continuation. Et à très bientôt, madame. Merci, Caroline, et bon carnaval. Merci. Bon carnaval à toi aussi. Ouais. Et à toute l'équipe de Vacabond, et à tous les carnavaliers, à toute la Martinique. Ouais, on se voit bientôt dans les rues. À bientôt. À bientôt.